Ma mère a crié et sort. Et toute la famille l'a soutenue. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. Le lendemain matin, j'ai signé l'acte de propriété d'un château sur une île privée de 87 millions de dollars, payé intégralement, et je suis parti sans un seul au revoir. Je m'appelle Jenna Parker. J'avais 34 ans quand ma mère a transformé mon dîner d'anniversaire en une exécution publique. Pas avec un couteau. Pas avec du sang. Avec un stylo en argent, un dossier scellé, et une phrase qui m'a montré exactement combien je valais pour les personnes assises autour de cette table. Signe ça, Jenna. Ce soir. La pièce est devenue silencieuse si vite que j'aurais pu entendre la glace craquer dans le verre de quelqu'un. J'ai regardé le document devant moi. Il était épais, juridique, et déjà marqué par de petites languettes jaunes là où ma signature devait aller. On ne m'avait pas autorisé à le lire. On ne m'avait pas autorisé à poser des questions. On s'attendait juste à ce que j'obéisse, que je souris, et que je prétende que c'était de l'amour. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Le visage de ma mère n'a pas bougé, mais sa voix a baissé d'un ton, assez pour trancher. Cela protège la famille. C'est à ce moment-là que j'ai su que cela ne me protégeait pas. J'ai tendu la main vers la première page, mais elle a claqué sa paume dessus. Pas assez fort pour faire des bleus, juste assez fort pour m'humilier devant tout le monde. Tu as toujours été difficile, a-t-elle dit. Toujours ingrate, toujours convaincue que tu étais plus intelligente que le reste d'entre nous. J'ai regardé autour de la table, attendant qu'une personne prenne la parole. Personne ne l'a fait. Ensuite, elle s'est levée, a pointé la porte d'entrée du doigt et a crié « Sors ». Toute la famille l'a soutenue. Personne n'a scié. Personne ne m'a suivi. Et je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. J'ai simplement pris mon manteau, laissé mon gâteau d'anniversaire intact derrière moi, et je suis sorti en sachant une chose terrifiante. Elle avait choisi cette nuit-là parce qu'elle pensait que je n'avais nulle part ailleurs où aller. Avant que je ne vous dise ce qu'elle a dit ensuite et ce qui s'est passé après ma sortie, dites-moi quelle heure il est pour vous en ce moment et d'où vous regardez? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire va voyager. Je suis restée assise dans ma voiture devant les grilles pendant exactement 7 minutes. Je le sais parce que j'ai regardé l'horloge du tableau de bord passer de 9.42 à 9.49 pendant que la maison derrière moi brillait comme si de rien n'était. À travers les fenêtres, je pouvais encore voir des formes bouger dans la salle à manger. Les gens chuchotaient probablement. Peut-être que quelqu'un riait nerveusement. Peut-être que quelqu'un nettoyait déjà le gâteau de la table, m'effaçant comme une tache. L'ancienne Jenna aurait conduit jusqu'à un hôtel et rejoué chaque insulte jusqu'au lever du soleil. L'ancienne Jenna aurait écrit un long message demandant pourquoi ma propre mère me détestait tant. Mais la femme assise dans cette voiture avait passé des années à se préparer pour une nuit qu'elle n'avait jamais voulu croire arriverait. Je n'étais pas fauchée. Je n'étais pas impuissante. Et je n'étais pas la fille confuse qu'il pensait pouvoir coincer. Pendant 11 ans, j'avais travaillé comme évaluatrice maritime médico-légale. Le genre de spécialiste que les compagnies d'assurance appelaient quand des yachts disparaissaient, des cargos brûlaient, des quais s'effondraient, et des milliardaires mentaient sur la valeur de leurs actifs. Je savais comment retracer la propriété à travers des sociétés écrans. Je savais comment lire des contrats rédigés pour piéger les gens. Et 3 mois plus tôt, j'avais vendu ma participation minoritaire dans une société de logiciels de risque maritime que j'avais aidé à construire discrètement sous un nom de holding différent. Ma famille pensait que j'avais un petit travail de consultante étrange. Ils n'avaient aucune idée que mon paiement avait été versé sur un compte séquestre 2 jours avant mon anniversaire. Ils n'avaient également aucune idée que le document que ma mère voulait que je signe n'était pas une surprise d'anniversaire. C'était une embuscade financière. À 9.52, mon téléphone a vibré. C'était un courriel de l'avocat chargé de la conclusion de la transaction pour le domaine de l'île de Ravenwick, une île privée au large de la côte du Maine avec un château en pierre construit par un magnate du transport maritime dans les années 1920. Je l'avais visité 6 semaines plus tôt sous un profil d'acheteur anonyme, en partie comme un investissement, en partie comme un défi envers moi-même. Le domaine avait été listé à 94 millions, puis réduit à 87 après une offre étrangère ratée. J'avais négocié durement, payé pour les inspections, et gardé l'accord caché parce que je voulais un endroit dans le monde qui n'avait jamais appartenu à ma mère. Le courriel disait « Fonds vérifiés. Le vendeur exécutera le transfert final à 8.30 du matin demain. » J'ai lu cette phrase 3 fois.
Ensuite, j'ai ri une fois, non pas parce que c'était drôle, mais parce que le moment semblait presque cruel. Ma mère venait de me jeter hors d'une maison où chaque mur me rappelait que j'étais indésirable. Le lendemain matin, je serais propriétaire d'un château sur une île, payé en totalité, sans hypothèque, sans fiducie familiale contrôlée par elle, sans aucune permission nécessaire. Cette nuit-là, je n'ai pas conduit jusqu'à un hôtel. J'ai conduit jusqu'à un petit bureau que je gardais près du port, j'ai déverrouillé un classeur et j'ai sorti les copies que j'avais faites des mois auparavant. D'anciens registres d'entreprise, le certificat de décès de mon père, les déclarations financières de ma mère, et une enveloppe scellée que l'ancienne assistante de mon défunt père m'avait envoyée par la poste avec une note qui disait « Ouvre ceci uniquement quand ta mère te demandera de signer ». Quelque chose. J'avais eu trop peur de l'ouvrir avant. Mes mains tremblaient alors que je brisais le sceau. À l'intérieur, il y avait une simple clé de stockage informatique, une photographie de mon père me tenant quand j'étais enfant, et une ligne manuscrite que j'ai reconnue d'anciennes cartes d'anniversaire. « Jenna, si elle essaie de prendre ton nom, ton travail ou ton héritage, ne négocie pas. Analyse les chiffres, puis révèle la vérité. » C'était la première fois que je comprenais que ma mère ne m'avait pas mise à la porte parce que je ne valais rien. Elle m'avait mise à la porte parce que j'étais la dernière chose debout entre elle et tout ce qu'elle avait volé. Le lendemain matin, j'ai porté la même robe noire de mon dîner d'anniversaire pour la conclusion de la vente. Je ne me suis pas changé parce que je voulais me souvenir exactement de qui il pensait avoir jeté. Cette robe portait encore la légère odeur de fumée de bougie, de parfum cher, et d'humiliation. Chaque fois que je baissais les yeux sur les manches, je me souvenais du doigt de ma mère pointant vers la porte. Chaque fois que je sentais le tissu contre ma peau, j'entendais le silence des personnes qui m'avaient regardé partir. Mais au lieu de me rendre faible, cela m'a aiguisé. À 8:17, je suis entré dans une salle de conférence en verre surplombant le port de Portland, dans le Maine. L'avocat du vendeur a eu l'air surpris quand j'ai donné mon nom. Les gens s'attendaient toujours à quelqu'un de plus âgé, de plus froid, probablement un homme. Quand 87 millions de dollars étaient sur la table, il ne s'attendait pas à une femme sans entourage, sans mari à ses côtés, sans représentant familial, et sans explication nerveuse sur la raison de sa présence. J'ai placé ma pièce d'identité sur la table, je me suis assise, et j'ai signé chaque page lentement, pas de manière dramatique, sans trembler, juste soigneusement, de la façon dont j'avais appris à signer des rapports qui pouvaient décider si une entreprise survivait ou s'effondrait. À 8:46, la confirmation finale du virement est arrivée. À 8:51, l'acte de propriété a été enregistré. À 8:54, le domaine de l'île de Ravenwick est devenu le mien. L'avocat a glissé le dossier final vers moi et a dit « Félicitations, Madame Parker ». Pendant une seconde, la pièce est devenue trop silencieuse. J'avais entendu mon nom de famille utilisé comme un avertissement, une marque, un fardeau, une arme. Ce matin-là, pour la première fois, il sonnait comme une propriété. Le château reposait sur une île de roches noires à 12 minutes en bateau du continent avec un quai privé, une station météorologique, 6 chalets d'invités, un phare, un hangar à bateau, des tunnels de stockage souterrains. Et une résidence principale construite en granit si sombre qu'il paraissait bleu sous les nuages d'orage. C'était absurde. C'était beau. Ce n'était pas un achat fantastique fait à cause d'un chagrin d'amour. C'était une forteresse, un actif commercial, un centre de retraite en devenir, et surtout, une adresse légale que personne de ma famille ne contrôlait. Quand j'ai posé le pied sur le quai, le gestionnaire du domaine m'attendait. Il s'appelait Elias Grant, 61 ans, ancien de la garde côtière, des yeux calmes, un lourd manteau de laine, et le genre de posture qui le faisait paraître comme si même les tempêtes lui demandaient la permission avant de traverser l'eau. Il m'a remis les clés à 2 mains. « Bienvenue chez vous, Mademoiselle Parker. » Personne ne m'avait jamais dit ces mots sans les faire sonner comme une condition. J'ai failli répondre, mais mon téléphone a sonné. Ma mère. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Puis c'est venu de mon frère aîné, puis de mon cousin, puis d'un numéro privé. À midi, j'avais 32 appels manqués, 11 messages vocaux, et un message texte de ma mère. « Pas es-tu en sécurité ? » Pas je suis désolé. Pas même où es-tu ? Rentre à la maison avant que cela ne devienne pire. J'ai montré le message à Elias parce que j'avais besoin d'un témoin pour prouver que je n'imaginais pas la cruauté. Il l'a lu une fois, puis m'a rendu le téléphone. Les gens qui utilisent la maison comme une laisse détestent quand vous apprenez à déverrouiller les portes.
C'était la première fois que je lui faisais confiance. Au cours des jours suivants, j'ai appris les rythmes de l'île. Le système de générateur avait besoin d'amélioration. La vieille serre avait du verre fissuré. Le phare n'avait pas été utilisé pour des visites depuis des années. Les chalets pourraient devenir des résidences d'artistes, des retraites juridiques, ou peut-être un programme d'été pour les femmes se reconstruisant après des violences financières. Chaque pièce me donnait une idée. Chaque placard verrouillé me faisait me demander ce que j'avais eu trop peur d'ouvrir dans ma propre vie. Mais la paix n'est pas arrivée proprement. Elle est venue par fragments entre les menaces. Ma mère a commencé à envoyer des messages par l'intermédiaire de parents, chacun déguisé en inquiétude. Tu es impulsive. Tu ne peux pas gérer une propriété comme ça. Tout le monde s'inquiète pour ton état mental. Ces phrases n'étaient pas aléatoires. C'était un langage juridique. Elle construisait une histoire selon laquelle j'étais instable. À la 3e nuit, un cousin m'a envoyé un message vocal disant que ma mère envisageait des options parce que mon comportement était devenu alarmant. Je l'ai écouté 2 fois, puis je l'ai transféré à la boîte de réception temporaire de mon avocate sans répondre. C'est alors que j'ai réalisé que le document qu'elle avait essayé de me forcer à signer lui avait probablement donné l'autorité sur mes actifs, peut-être même sur mes décisions médicales, peut-être même sur les revenus de ma société. La question qui m'empêchait de dormir n'était pas pourquoi elle voulait le contrôle. C'était depuis combien de temps elle le planifiait. À la 4e nuit, alors que la pluie s'abattait sur les fenêtres du château, Elias a frappé à la porte de la bibliothèque et m'a tendu un classeur d'entretien des propriétaires précédents. J'ai trouvé quelque chose derrière un faux panneau dans la salle des archives, a-t-il dit. À l'intérieur du classeur se trouvait une carte de la propriété, mais cachée derrière, il y avait une copie d'un ancien registre des visiteurs. Un nom apparaissait 3 fois sur 7 ans. Celui de ma mère. Elle était venue sur l'île de Ravenwick bien avant que je l'achète, bien avant que je sache qu'elle existait. Et soudain, mon endroit sur ne semblait plus aléatoire. Il ressemblait à un piège que quelqu'un n'avait pas réussi à fermer avant que je n'y entre. J'ai fixé la signature de ma mère dans le registre des visiteurs jusqu'à ce que l'encre semble bouger. Margaret Whitmore Parker. Son écriture était indubitable. Tout en angle vif et avec une pression parfaite, comme si même le papier devait craindre de la décevoir. La première visite avait eu lieu il y a 15 ans, 2 mois après la mort de mon père. La deuxième, il y a 8 ans, à l'époque où j'ai été poussé hors de la fondation caritative familiale pour ne pas correspondre à l'image publique. La 3e visite a eu lieu l'hiver dernier, 3 semaines avant que je ne reçoive un mystérieux renseignement anonyme indiquant que l'île de Ravenwick pourrait être sous-évaluée. Mon estomac s'est glacé. J'avais pensé que j'avais trouvé l'île. Maintenant, je me demandais si l'île avait été placée sur mon chemin. Étais-je l'acheteuse, ou quelqu'un m'avait-il guidé vers un champ de bataille que mon père avait préparé des années avant que je ne comprenne la guerre? Elias m'a aidé à fouiller la salle des archives. Derrière de vieux registres, des clés rouillées, des malles en cuir craquelées, et des cartes de navigation sentant la moisissure, nous avons trouvé une boîte à documents en métal verrouillée, marquée du nom de la famille d'armateurs d'origine. La clé était collée sous un tiroir, presque trop évidente, comme si quelqu'un voulait qu'elle soit trouvée par la bonne personne, mais manquée par quiconque serait pressé. Ma mère était toujours pressée quand quelque chose ne lui appartenait pas. À l'intérieur se trouvaient des copies de notes de réunion, des enregistrements de virements, des photographies, et une lettre adressée à mon père. La lettre provenait d'un homme nommé Charles Whitfield, un avocat spécialisé en succession qui avait représenté plusieurs vieilles familles de la Nouvelle-Angleterre. Elle disait que mon père l'avait engagé pour créer une fiducie indépendante pour moi, séparée de ma mère, financée par des investissements maritimes que mon père avait fait avant sa mort. La fiducie était conçue pour être débloquée par étapes. Éducation à 21 ans, capital d'amorçage à 25 ans, accès total à 35 ans, ou plutôt si ma mère tentait de réclamer un contrôle légal sur moi. J'avais 34 ans, à 1 an de la date. À moins que la nuit dernière ne compte comme une tentative. Ma respiration s'est bloquée si fort que cela a fait mal. Mon père avait su. Peut-être pas tout, mais assez. Assez pour construire un bouclier juridique pour une fille qui ne savait même pas qu'elle en avait besoin. Assez pour créer un piège pour la femme qui avait passé des années à prétendre être la veuve éplorée. Dans la boîte à documents, nous avons trouvé quelque chose de pire. Des copies de procès-verbaux de conseil d'administration falsifiés de l'entreprise de mon père, des transferts de règlements d'assurance,
des documents de bénéficiaires modifiés, et des notes manuscrites reliant ma mère à un modèle de dépouillement d'actifs après sa mort. Elle n'avait pas seulement été contrôlante, elle avait volé la succession, la fondation, peut-être moi. La découverte a rendu la pièce plus petite. Toutes ces années, elle avait qualifié mes questions d'irrespectueuses. Toutes ces années, elle avait dit que j'étais trop méfiante, trop froide, trop indépendante. Peut-être que je n'avais jamais été difficile. Peut-être que je m'étais simplement tenu trop près de la vérité. J'ai appelé Nora Whitfield, la petite fille de l'avocat qui avait écrit la lettre et maintenant associée dans son ancien cabinet. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Quand je lui ai dit mon nom, elle est restée silencieuse pendant plusieurs secondes. Ensuite, elle a dit, je me demandais quand vous appelleriez. Ces 5 mots ont ouvert une porte que je ne pourrai jamais refermer. Nora a pris l'avion pour le Maine le lendemain matin avec 2 banquiers et un jury comptable. Nous avons étalé les documents sur la longue table à manger du château. Cela ressemblait à une salle de crise parce que c'en était une. Nora a expliqué que la fiducie de mon père avait été enterrée sous des couches de clauses protectrices après sa mort soudaine dans un accident de bateau. Ma mère avait essayé de la contester en privé, avait échoué, puis avait passé des années à s'assurer que je n'en apprenne jamais assez pour la déclencher. Le contrat lors de mon dîner d'anniversaire était son ultime raccourci. Si j'avais signé, elle aurait pu faire valoir que j'avais volontairement cédé mon autorité financière à son bureau familial. Elle n'aurait pas eu besoin de voler le paiement de ma société. Je le lui aurais remis. Cette réalisation ne m'a pas fait pleurer. Elle m'a rendu très calme. Il y a une sorte de colère qui crie et il y a une sorte qui devient des mathématiques. La mienne est devenue des mathématiques. Nous avons calculé les fonds manquants. Nous avons fait correspondre les dates. Nous avons examiné les signatures du conseil d'administration. Nous avons comparé d'anciens documents numérisés avec les originaux conservés dans les archives de Lille. Nous avons trouvé des dons de bienfaisance qui étaient partis sous des noms d'hôpitaux pour enfants et étaient revenus par le biais de factures de consultation à des entreprises liées aux alliés les plus proches de ma mère. Nous avons trouvé des paiements marqués comme préservation de l'héritage qui n'avaient rien à voir avec la préservation de quoi que ce soit, sauf de son style de vie. Nous avons trouvé la facture d'un détective privé datant d'il y a 8 ans avec mon nom dessus. Ma mère n'avait pas seulement surveillé mon argent, elle m'avait surveillé. À minuit, Nora avait l'air épuisée, mais ses yeux brillaient. Jenna, a-t-elle dit. J'ai regardé vers les fenêtres où l'océan se fracassait contre les rochers en contrebas. Pendant des années, ma mère avait entraîné la famille à me voir comme dramatique, instable, ingrate. Elle avait fait de mes émotions le problème pour que personne n'examine ses actions. Mais comment appelez-vous une fille qui cesse de demander de l'amour et commence à demander des preuves? Dangereuse. C'est ce que je suis devenu. Avant que nous ne quittions la salle à manger, Nora a placé un dossier à l'écart des autres. Il y a autre chose, a-t-elle dit. Le dossier de l'accident de bateau de votre père a été demandé 2 fois après sa mort. Une fois par la compagnie d'assurance, une fois par l'avocat privé de votre mère. L'air a quitté mes poumons. Je n'ai pas posé la question à voix haute parce que je savais déjà que tout le monde dans la pièce y pensait. Jusqu'où ma mère était-elle allée pour garder le contrôle? Et quelle part de ma vie avait été construite sur un mensonge dont elle s'attendait à ce que j'hérite en silence? Ma mère a fait son premier mouvement officiel 6 jours après m'avoir mise à la porte. La requête est arrivée par coursier à l'île de Ravenwick dans une enveloppe crème avec mon nom complet tapé en lettres majuscules. Même le papier avait l'air assez cher pour m'insulter. À l'intérieur, ses avocats affirmaient que je souffrais d'une instabilité émotionnelle aiguë, que mon achat d'un domaine insulaire prouvait un jugement imprudent, et que ma famille demandait une surveillance temporaire de mes finances pour ma protection. J'ai lu la phrase 2 fois et j'ai souri si calmement que Nora a eu l'air inquiète. Elle pense que l'île vous fait paraître irrationnel, a dit Nora. Alors nous allons faire en sorte que l'île ait un sens, ai-je répondu. Cet après-midi-là, nous n'avons rien publié publiquement. Nous n'avons pas fulminé. Nous n'avons pas publié de citations vagues en ligne. Nous n'avons pas donné à ma mère la satisfaction de me regarder me défendre émotionnellement. Nous avons construit une réponse si précise qu'elle pourrait faire saigner. Nora a déposé la preuve que l'achat du domaine avait été planifié des semaines avant le dîner d'anniversaire, soutenu par des rapports d'inspection, des mémorandums d'évaluation, des confirmations bancaires, des documents de planification fiscale, des revenus d'exploitation projetés. Et des notes d'investissement montrant que l'île pourrait devenir une retraite rentable et une propriété de préservation.
Mon jury comptable a produit une trace écrite propre pour chaque dollar. Mon médecin a fourni une déclaration confirmant que j'étais compétente, en bonne santé, et sans aucune incapacité. Un ancien partenaire commercial a soumis une déclaration me décrivant comme méthodique, consciente des risques, et financièrement conservatrice jusqu'à l'irritation. Cette ligne m'a fait rire pour la première fois depuis des jours. Ensuite, nous avons joint la seule chose que ma mère ne savait pas que nous avions, l'audio du dîner d'anniversaire. Je ne l'avais pas enregistré exprès. Mon téléphone était sur la table parce que j'attendais un appel de l'avocat chargé de la conclusion, et mon application de mémos vocaux était ouverte à cause d'une note de travail plus tôt dans la journée. Cela a tout capturé. Son exigence, son refus de me laisser lire le contrat, son cri, le silence de la famille, le son de ma chaise glissant en arrière alors que je partais. Nora l'a écouté une fois, a enlevé ses lunettes, et a dit « Cela change la température ». Mais je ne voulais pas seulement une victoire légale. Je voulais la vérité avec des témoins. Donc, nous avons invité le conseil d'administration de la fondation, 2 journalistes spécialisés dans la fraude à but non lucratif, et plusieurs membres de la famille à une réunion de clarification privée dans une salle de conférence d'un hôtel à Boston. L'invitation était écrite assez poliment pour que ma mère ne puisse pas refuser sans avoir l'air coupable. Ma mère est arrivée en blanc d'hiver, des perles au cou, souriant comme une femme assistant à un déjeuner de charité. Elle s'attendait à une fille affaiblie. Elle a trouvé des écrans de projection, des classeurs, des avocats, des auditeurs, et moi debout à l'avant de la pièce dans un costume bleu marine. Pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti petite à côté d'elle. Je ne me suis pas senti comme son enfant décevante. Je me suis senti comme un témoin appelé par la vérité. Cette réunion est enregistrée, a annoncé Nora. Le sourire de ma mère s'est figé. Jenna, c'est inutile, a-t-elle dit. Les affaires familiales devraient rester privées. C'était là, la phrase que les gens utilisent quand la vie privée signifie la protection des coupables. J'ai cliqué sur la télécommande. La première diapositive a montré le document qu'elle avait essayé de me faire signer. La deuxième a montré la clause donnant à son bureau familial une autorité d'urgence sur mes actifs. La troisième a montré la date de paiement de ma société. Un murmure a parcouru la pièce. Mon frère aîné a bougé sur sa chaise. Le visage de ma tante a perdu ses couleurs. Ensuite, Nora a fait jouer l'audio. La voix de ma mère a rempli les haut-parleurs. Signe ça, Jenna. Ce soir. Puis, sors. Personne n'a bougé. Personne n'a toussé. Personne ne l'a sauvée du son d'elle-même. Mon frère a fixé la table. Ma tante s'est couvert la bouche. Ma mère m'a regardé avec une haine si pure qu'elle semblait presque honnête. Tu as enregistré ta propre famille, a-t-elle dit. Je l'ai regardée et j'ai posé la première question qui comptait. Pourquoi aviez-vous peur que je lise le contrat? Elle n'a pas répondu. Alors j'ai cliqué sur la diapositive suivante. Virement bancaire, procès-verbaux falsifiés. L'argent de la fondation acheminé par de faux accords de consultation, des formulaires de bénéficiaires modifiés, la facture d'un détective privé avec mon nom dessus. Le journaliste au fond s'est penché en avant. Un membre du conseil a chuchoté, « Margaret, qu'est-ce que c'est ?» Ma mère s'est levée si brusquement que sa chaise a heurté le mur. « Ce sont des documents volés », a-t-elle lancé. Nora a répondu, « Non, ce sont des dossiers de succession appartenant à des fiducies et des entités que votre bureau n'avait aucune autorité pour modifier. » Ensuite, la dernière diapositive est apparue. Les registres des visiteurs de l'île de Ravenwick avec la signature de ma mère. Vous étiez au courant pour la fiducie de mon père, ai-je dit. Ma voix ne tremblait pas. Vous êtes venu sur l'île 3 fois parce que c'est là qu'une partie des archives était cachée. Vous ne m'avez pas mise à la porte parce que je vous embarrassais. Vous m'avez mise à la porte parce que vous manquiez de temps. Son masque s'est fissuré. Pas complètement, juste assez pour que tout le monde voie la panique en dessous. Petite fille ingrate, a-t-elle chuchoté. Mais le microphone de la table de conférence l'a capté. La pièce a entendu chaque mot. Et c'est à ce moment-là que le pouvoir a basculé. Non pas parce que j'ai crié plus fort, non pas parce que je l'ai insulté en retour, mais parce que j'avais appris la seule chose que les personnes contrôlantes craignent le plus, une victime calme avec des reçus. Ma famille a commencé à comprendre ce que j'avais compris sous la pluie à Ravenwick. Ma mère n'avait pas protégé la famille de moi.
Elle s'était protégée elle-même de la vérité. Au coucher du soleil, l'histoire se déplaçait déjà plus vite que ma mère ne pouvait la contrôler. Un journaliste l'a qualifiée de litige familial privé avec des conséquences financières publiques. Le second l'a qualifiée pour ce qu'elle était, un scandale de fraude caritative lié à une tentative de requête de contrôle financier contre une fille adulte. Le conseil d'administration de la fondation a suspendu ma mère dans l'attente d'une enquête dans les 24 heures. 2 administrateurs ont démissionné avant de pouvoir être interrogés. Mon frère, qui m'avait regardé me faire jeter à la porte sans dire un mot, m'a appelé d'un numéro bloqué et a dit « Jenna, je ne savais pas. » Je voulais le croire. Une partie de moi se souvenait encore de lui m'apprenant à faire du vélo. Comment il courait à côté de moi dans l'allée en criant « Ne regarde pas en bas ». Mais une autre partie de moi se souvenait de ses yeux à la table d'anniversaire, baissés pendant que notre mère pointait la porte. « Tu ne savais pas parce que ne pas savoir était confortable, ai-je dit, et j'ai raccroché. » L'audience au tribunal sur la requête de ma mère est devenue sa première humiliation publique. Ses avocats ont fait valoir que mon achat était irrationnel. Nora a répondu avec des rapports d'évaluation montrant que le domaine insulaire était sous-évalué de près de 12% en raison de la pression de liquidité sur le vendeur, et que ma conversion prévue des chalets en un centre de retraite haut de gamme générerait des revenus importants. Ensuite, Nora a fait jouer l'audio de l'anniversaire. Le visage de la juge s'est durci avant la fin de l'enregistrement. Ma mère est restée parfaitement immobile, mais j'ai vu ses doigts s'enfoncer dans sa paume. Lorsque Nora a présenté les documents falsifiés, la juge n'a pas statué sur les questions pénales, mais elle a rejeté la requête de ma mère immédiatement et a renvoyé plusieurs pièces pour examen par le bureau du procureur général. C'était la première fissure officielle. La deuxième est survenue 3 jours plus tard lorsque l'allié le plus proche de ma mère à la fondation a accepté de coopérer. Il a donné aux enquêteurs des courriels, des modèles de factures, et un message de ma mère qui disait « Jenna ne doit jamais obtenir d'accès indépendant. Elle posera des questions que son père aurait dû emporter dans la tombe. » Quand Nora m'a montré cette ligne, quelque chose en moi est devenu silencieux. Mon père était mort dans un accident de bateau. Pendant des années, j'avais accepté ce deuil comme une porte fermée. Maintenant, la porte avait une ombre en dessous. J'ai demandé à Nora si nous pouvions prouver que ma mère avait quoi que ce soit à voir avec sa mort. Elle a été prudente. Pas à partir de ça. Pas encore. Mais nous pouvons prouver qu'elle a profité des conséquences et dissimulé des actifs matériels de la succession. Cela devait suffire pour l'instant. Les histoires de vengeance font croire aux gens que la satisfaction vient du fait de crier au visage de quelqu'un. Ce n'est pas le cas. La vraie satisfaction, c'est de regarder la personne qui a construit un trône de mensonges découvrir que chaque document a une date, que chaque virement a une destination, et que chaque témoin finit par se lasser d'être utilisé. Ma mère a perdu son siège au conseil d'administration. Ensuite, son adhésion au club social a été suspendue. Ensuite, l'aile de l'hôpital qu'elle avait essayé de nommer d'après elle-même a mis la cérémonie de consécration en pause. Ensuite, les banques ont gelé plusieurs comptes liés aux entités contestées. La maison familiale à Newport, cette même maison d'où elle m'avait ordonné de sortir, est devenue une garantie dans une action de recouvrement civil. Elle m'a appelé une fois après cela. J'ai répondu parce que je voulais entendre à quoi ressemblait une femme comme elle sans public. « Tu détruis cette famille », a-t-elle dit. Je me tenais dans la bibliothèque de Ravenwick, regardant la photographie de mon père sur le bureau. « Non », ai-je dit. « Je documente qu'il a déjà fait. » Elle a respiré fort dans le téléphone. « Tu penses que il te rend intouchable ?»« Non », ai-je dit. « C'est la vérité qui le fait. » Pour une fois, elle n'a eu aucune répartie. Son arrestation ne s'est pas passée comme dans les films. Pas de cris dramatiques, pas de police la traînant sur des marches de marbre pendant que les appareils photo clignotaient. Cela s'est passé discrètement à 7:10 un mardi matin lorsque les enquêteurs lui ont signifié des accusations liées à la fraude électronique, à la falsification de dossiers à but non lucratif, et à la tentative de contrôle illégal d'actifs de succession. Les images l'ont montré plus tard portant des lunettes de soleil, tenant son manteau fermé à la gorge, refusant de regarder les journalistes. Mon frère a accepté un accord de plaidoyer pour participation mineure après avoir admis qu'il avait signé des documents qu'il n'avait jamais lus. Ma tante a démissionné de chaque conseil d'administration où elle siégeait. Des cousins qui m'avaient autrefois qualifié d'instable ont commencé à envoyer des excuses qui ressemblaient à des brouillons juridiques. Je n'ai pas répondu à la plupart d'entre eux. La chose la plus étrange n'était pas leur trahison.
C'était la rapidité avec laquelle il voulait le pardon une fois que la loyauté devenait coûteuse. 6 mois après que ma mère ait crié « Sors », je me tenais dans le phare rénové de l'île de Ravenwick et je regardais 24 femmes arriver par ferry pour la première retraite organisée par le fonds de récupération indépendant Parker. Je l'avais nommé Parker non pas pour ma mère, ni même entièrement pour mon père, mais pour la version de moi-même qui avait survécu à ce nom assez longtemps pour le redéfinir. Le fonds offrait une éducation juridique, des ateliers de littératie financière, une planification d'urgence, et des pièces calmes où les femmes pouvaient dire à voix haute ce que leur famille les avait entraînées à cacher. Certaines avaient été contrôlées par des conjoints, d'autres par des parents, d'autres par des enfants adultes qui traitaient l'héritage comme une arme. Aucune d'entre elles n'avait besoin d'un château pour être libre. Mais pendant un week-end, elles ont pu se tenir à l'intérieur d'un château et se rappeler que les portes verrouillées peuvent s'ouvrir. Elias dirigeait les opérations de l'île avec la précision calme d'un capitaine de navire. Nora est restée comme conseillère juridique pour le fonds. Les chalets se sont remplis d'enseignantes, d'infirmières, d'artistes, de comptables, et de mères qui avaient oublié qu'elles avaient le droit de vouloir quoi que ce soit pour elles-mêmes. Le premier soir, je leur ai raconté une version adoucie de mon histoire. Non pas parce que je voulais de la pitié, parce que le silence est là où la manipulation se fait les dents. Je leur ai dit que la nuit où j'ai été mise à la porte, ma famille pensait que l'humiliation me réduirait. Au lieu de cela, elle m'a clarifié. Je leur ai dit que l'argent ne m'avait pas sauvé à lui seul. Les preuves m'ont sauvé. La préparation m'a sauvé. Une avocate honnête, un témoin constant, une enveloppe non ouverte, et une décision de ne pas ramper pour revenir m'ont sauvé. Le cas de ma mère s'est poursuivi pendant des mois. Elle a finalement plaidé coupable de plusieurs crimes financiers pour éviter un procès plus long. Elle a perdu la maison de Newport, la majeure partie de sa fortune personnelle, et l'identité publique qu'elle avait peaufinée pendant 30 ans. Les chroniques mondaines ont cessé de l'appeler une philanthrope. Les documents judiciaires l'ont appelée accusée. Je pensais que cela me ferait me sentir victorieuse chaque matin. Ce ne fut pas le cas. Certains matins, la mère que j'aurais souhaité qu'elle soit me manquait encore. Une femme qui n'avait jamais existé, sauf dans mon espoir, me manquait. C'était le deuil final et peut-être le plus dur. Parce que quand quelqu'un de cruel finit par tomber, vous devez quand même vivre avec l'espace vide là où l'amour aurait dû être. Mon frère est venu sur l'île une fois, après que tout se soit calmé. Il avait l'air plus vieux, plus petit, moins certain que le charme pourrait le sauver. Il s'est excusé sans excuse cette fois-ci. Je ne l'ai pas pris dans mes bras. Je ne lui ai pas non plus claqué la porte au nez. Je lui ai dit que le pardon n'était pas un interrupteur que je pouvais actionner pour le rendre confortable. C'était une route et je n'avais pas décidé s'il était autorisé à la marcher avec moi. Il a hoché la tête. Pour une fois, il a accepté une réponse qui ne le servait pas. Cela ressemblait à un progrès. Pour l'anniversaire de mes 35 ans, j'ai ouvert la dernière partie de la fiducie de mon père. Nora m'a remis les documents dans la même salle à manger du château où nous avions autrefois étalé les preuves des crimes de ma mère. Il y avait aussi une dernière lettre de lui. Elle était courte. Jenna, je ne peux pas choisir ta vie pour toi. Je ne peux que te laisser des outils. Fais confiance à ton esprit. Protège ton nom. Construis un endroit sûr. Mais ne deviens pas de pierre pour survivre à la pierre. J'ai lu cette ligne de nombreuses fois. Ne deviens pas de pierre pour survivre à la pierre. Alors, je ne l'ai pas fait. J'ai fait de Ravenwick un endroit avec des portes ouvertes, des limites prudentes, et des dossiers que personne ne pourrait secrètement réécrire. J'ai gardé la robe d'anniversaire dans une vitrine en verre dans mon bureau, non pas parce que je vénère la douleur, mais parce que je respecte les preuves. Chaque fois que quelqu'un demandait pourquoi une femme achèterait un domaine insulaire de 87 millions de dollars le lendemain matin d'avoir été jetée à la porte par sa propre mère, je leur donnais d'abord la réponse simple, parce que je le pouvais. Ensuite, je leur donnais la vraie réponse, parce que parfois, la porte à travers laquelle ils vous jettent devient la frontière entre la vie qu'ils contrôlaient et la vie qu'ils ne pourront plus jamais toucher. Et si vous écoutez ceci en étant piégé à une table où tout le monde s'attend à ce que vous renonciez à votre voix par une signature, rappelez-vous ceci. La famille ne se prouve pas par le sang, les noms de famille, les photos de vacances, ou les personnes qui applaudissent quand quelqu'un de puissant vous humilie. La famille se prouve par la protection, par la vérité, par le courage de se tenir à vos côtés quand le silence serait plus facile. Ma mère a crié « Sors » parce qu'elle pensait que l'exil était une punition.
Elle n'avait jamais imaginé qu'il deviendrait mon héritage. Cette histoire est purement fictive et destinée à des fins de divertissement et éducatives.